qu'on porte, on pousse des portes de nouveaux univers, de nouveaux horizons, et c'est tout à fait passionnant. Mais bon, comme il y a d'autres dimensions, encore d'autres portes à pousser, allons-y. Alors l'autre porte, c'est celle de l'obligation légale. Madame Compagnie, vous êtes intéressée d'abord aux portes en dur, c'est-à-dire à l'univers physique, à l'accessibilité. Vous êtes architecte, urbaniste, et puis voilà que l'accessibilité de l'image se pose maintenant. Alors, quel est le combat à mener sur les obligations légales de ce point de vue? Beaucoup de choses très intéressantes et importantes ont été dites sur la question de l'obligation. Alors, je veux, avant de parler de l'obligation, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Vous avez dit, Dina, c'est que les nouvelles technologies, enfin qui ne sont plus nouvelles d'ailleurs, les technologies d'information et de communication, qui se renouvellent constamment et tous les jours d'ailleurs, sont des outils extraordinaires pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais en même temps, tout aussi, ces outils peuvent être des outils d'exclusion pour ces personnes si ils ne sont pas mis en accessibilité. Et ça, on revient sur ce qui a été dit en termes, vous avez souligné la question de la culture et le regard de la société sur le handicap, et vous, monsieur, vous avez parlé du marché. Tout ça, et aussi de la question de l'obligation réglementaire législative. Tout ça, je pense que ce sont des éléments très importants parce que le regard de la société, c'est ça qui forme la manière dont la France fait face à la question de l'accessibilité. C'est pas une question, pour moi, l'accessibilité, c'est pas une question de financement. Parce que l'accessibilité, c'est un vecteur de développement économique. Parce que quand on fait de l'accessibilité, c'est un marché énorme qui s'ouvre devant nous. Alors, je reviens quand même sur ce qui est un peu l'objet de... Je vais venir par là, parce que je pense que c'est plus pratique. Ouais. D'accord, entendu. Mais c'est très bien. Compagnie prend les choses en main. Voilà, je prends les choses en main, bien. comme j'ai pris en main d'ailleurs il y a quelques années toute la réglementation sur l'accessibilité, puisque vous avez dit, oui, je suis architecte urbaniste, mais j'ai travaillé à l'origine de la préparation de la loi, ce qui est devenu la loi du 11 février 2005, qui a instauré le principe de l'accessibilité. Absolument. Alors, là, cette question de l'accessibilité, on a vu là ici l'accès à l'image et au son, mais c'est un élément de l'accessibilité en général qui, en fait, ce n'est, comme je l'ai dit, un moyen d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, pour permettre à ces personnes d'intégrer, de s'inclure, d'être un membre à part entière de notre société et avoir accès à toutes les activités de la société. Alors ces activités, ça peut être, pour être un citoyen à part entière, ces activités, ça peut être des activités culturelles, on l'a vu là tout à l'heure, mais c'est d'autres activités, c'est aussi l'éducation, c'est aussi l'emploi, il faut pouvoir aussi accéder à l'emploi, avoir un travail, il faut aussi avoir des loisirs, il faut avoir, bon, etc., tout ce qu'on fait, chacun d'entre nous, dans la société. Pour ça, pour y arriver, il faut que la société, bon, voilà, d'accord, il faut que la société soit accessible, c'est-à-dire qu'en fait l'accessibilité c'est un outil pour permettre à ce que les personnes en situation de handicap puissent accéder à la société, à ces activités. Mais je vais aller plus loin. Alors, je vais me baser ici, puisqu'on m'a demandé de parler des obligations réglementaires, je vais m'appuyer sur deux éléments. La loi du 11 février 2005 qui a établi l'ensemble de la réglementation en accessibilité en France. C'est une loi qui est très importante au niveau européen parce que nous sommes, alors qu'il y a quelques années, en 2001, on était
2001-2002, la France, on était vraiment en bas de la liste des pays accessibles en Europe. Avec cette loi, on est quand même le seul pays qui a un dispositif global en matière d'accessibilité. La question de l'accessibilité existe partout dans tous les pays européens. Il y a des réglementations, etc. Mais aucun pays n'a un dispositif aussi global qui intègre, comme je vous disais, l'ensemble des éléments de la vie de la personne. Et donc, ce qui dit la loi, et je termine pour dire que je m'appuie aussi sur un autre élément, qui est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été signée par l'ensemble des pays membres des Nations Unies en 2008. Ça a été transposé en droit français, aussi en droit européen. Donc c'est une obligation qui introduit le principe de la conception universelle. Je dis ça pour pouvoir répondre aux questions relatives à tout ce qui est appareil et tout ce qui est équipement et produit. Alors, l'accessibilité, bon, c'est la définition de la loi. Et en fait, la loi du 11 février 2005, ses dispositions en matière d'accessibilité, c'est pour mettre en place ce qu'est le principe de non-discrimination qui est prévu par le droit international et le droit européen essentiellement. Mais quand on parle de l'accessibilité et quand on parle de personnes handicapées, il faut quand même avoir deux éléments en tête, et on l'a vu tout au long des interventions de ce matin, les deux interventions. C'est que nous avons d'une part des personnes en situation de handicap qui, en fonction de leurs besoins spécifiques, au regard de leurs déficiences, ont besoin des réponses individuelles. Hein? On a évoqué le cas de l'ordinateur qui peut être vocal, qui peut avoir des moyens pour des dispositifs spécifiques en fonction de la personne, des moyens de la personne. Mais l'accessibilité, ça va plus loin, puisque l'accessibilité, c'est au fond pour tout le monde. Quelle que soit notre situation, tout ce qu'on fait en matière d'accessibilité, si on le regarde de près, c'est en fait du confort et du confort d'usage qu'on apporte pour chacun. Donc ça, cette accessibilité, et c'est cette accessibilité qui est prévue par la loi, qui s'applique d'une manière générale à tous les aspects de la vie. Et du coup, l'accessibilité répond non pas uniquement aux personnes qui ont des déficiences visuelles, auditives, déficiences intellectuelles, etc., mais aussi des personnes âgées, hein, des personnes qui ont des troubles de santé qui les met en situation de handicap de manière peut-être provisoire, hein, et puis aussi toutes les autres situations qu'on peut voir, hein, la liste est longue. Quand on dit 80 millions de personnes, en France, les enquêtes de l'INSEE ont montré que 40% de la population, à chaque instant, se trouve en situation de handicap. C'est-à-dire a une difficulté pour mener une des activités de la vie courante. Et que 65% de la population en France est concernée par le handicap. Ça veut dire qu'on est dans sa famille, dans ses proches, une personne qui est en situation de handicap, avec qui on vit, qu'on accompagne, etc., qu'on reçoit. Bon. Donc, j'ai mis les quelques pictogrammes qui existent pour... qui sont des pictogrammes maintenant connus, pour certains normalisés, pour d'autres au niveau européen complètement connus. Alors, les 4 premières sont des pictogrammes qui sont propres aux situations de handicap, mais les 3 autres sont des pictogrammes, personnes âgées, une personne qui a un enfant, une poussette, ou n'importe, ou même ça peut être un chariot de course, etc., une valise, et des personnes qui ont des difficultés à marcher. Il faut pas oublier que parmi les situations de handicap, il y a des personnes de petite taille aussi qui se trouvent malgré tout en situation de handicap dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de situations. Voilà. Alors, pour revenir, puisque le sujet aujourd'hui c'est avant tout la communication sous forme d'image ou son,
Alors, les déficiences, les différentes déficiences, que ce soit auditives, visuelles, intellectuelles, motrices, chacun a ses façons, sa façon, a des difficultés qui sont différentes. Déficience visuelle, c'est des difficultés de communication, pour se déplacer, a besoin d'être guidé, avoir des éléments de repérage, et surtout la sécurité, particulièrement importante. Déficience auditive, c'est la question en matière d'accessibilité signalétique, confort acoustique, etc. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour chaque type de situation de handicap, il y a des besoins spécifiques et des réponses qui se trouvent en face de ces besoins. Alors, et c'est à ces éléments-là que la loi du 11 février 2005 a apporté des éléments de réponse pour dire que, et c'est là où je vais un peu répondre par rapport aux interventions, aux questions qui ont été posées, c'est que aujourd'hui, en matière d'accessibilité, en matière d'accès aux différentes activités de la société, nous avons tous les instruments juridiques existants. C'est-à-dire qu'il y a des obligations dans tous les domaines, et on le verra. L'essentiel, c'est de les appliquer, et ça, c'est une autre affaire. Alors, tous les lieux, que ce soit les cadres bâtis, quel que soit un logement, que ce soit un équipement, etc., ici même, voilà. Et les moyens de transport, ils doivent être accessibles. Et au 1er janvier 2015, c'est l'obligation de la loi, même les bâtiments existants, même les transports existants, doivent se conformer aux règles d'accessibilité. Au 1er janvier 2015, voilà. Une source de sujets intéressants pour tous les journaux télévisés. Beaucoup, on a parlé, et beaucoup ont dit que cette échéance va être supprimée, va être ceci, cela. Non, on maintient cette échéance. Pendant que ça parlait, j'étais en train de passer des messages parce qu'on est en train de travailler. Actuellement, il y a des réunions qui vont durer jusqu'à la fin de l'année pour mettre en place des dispositifs pour assurer que l'accessibilité soit maintenue, que cette échéance 2015 soit maintenue. Alors, mais il ne s'agit pas uniquement, la loi dit, il ne s'agit pas uniquement d'entrer dans un bâtiment, mais il faut aussi utiliser les prestations offertes par ce bâtiment. Et c'est là où on voit tout ce qui est le support d'image et son. Quand on va au cinéma, le support, la prestation qui doit dans un cinéma, le cinéma est accessible pour que les personnes puissent y accéder, mais il faut aussi qu'il accède aussi aux films, etc. Pareil pour d'autres équipements, le musée, le gymnase, piscine, tout ce que vous voulez. Donc, la loi, elle dit les bâtiments doivent être accessibles, leurs prestations doivent être accessibles, mais tous les moyens de communication aussi doivent respecter les règles d'accessibilité. Non seulement les outils, mais aussi les supports. Et à chaque fois, cette communication, ça peut être direct ou ça peut être indirect. Que ça soit direct ou indirect, les supports sont des supports, soit sous forme de papier, soit on passe par des réseaux, soit on passe par des images et sons, ou soit par tous les trois en même temps. Donc, en prenant ces différents éléments, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Elle ramène ces différents aspects réseau et les moyens à ce qui est des équipements quotidiens de notre vie quotidienne, les programmes télévisés, la télévision, tout ce qui est communication publique, tout ce qui est communication numérique. Alors, communication numérique, c'est assez large. Hein. Les communications à distance, c'est-à-dire tout ce qui est moyen par téléphone, et puis, alors l'exercice de la citoyenneté, le droit de vote, etc., tous ces éléments-là sont prévus par la loi. Il y a une obligation à ce que les programmes télévisés, alors, moyennant un certain nombre de conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails des conditions, mais par exemple, aux heures de pointe, les chaînes qui ont un certain nombre d'auditions, etc., ont l'obligation d'avoir des sous-titrages, enfin de rendre leurs émissions accessibles. Dans un premier temps, la loi avait prévu pour l'accessibilité auditive, mais là maintenant il y a aussi l'audiodescription qui aussi commence à s'intégrer. Communication publique, c'est tout ce que les services publics de l'État
ou des collectivités territoriales, etc., doivent, à chaque fois, là aussi, ça soit par téléphone, ça soit par Internet, ça soit par, par présence physique, doivent être rendus accessibles. Donc, vous voyez qu'en matière réglementaire, en matière d'obligation, tous les domaines sont couverts. Cette réglementation existe. Donc, que ce soit le contenu, par exemple, des informations numériques, que ce soit le téléphone, par exemple. Il y a aujourd'hui, il existe maintenant un numéro 114 qui est un numéro accessible. C'est l'équivalent de 112 accessible aux personnes qui ont des déficiences auditives. C'est-à-dire qu'on passe par une plateforme qui prend l'appel de la personne. Cet appel, ça peut être par différents moyens, les moyens que la personne qui a une déficience auditive utilise, et de l'autre côté, sur une plateforme, cette communication est prise en charge et transférée à l'autre correspondant via un moyen de mise en accessibilité. Donc, les téléphones urgents, ça existe. On est en train de travailler aussi sur une plateforme pour des appels courants, des appels de tous les jours. Je passe parce que je sais que le temps est limité quand même pour être assez rapide, mais après on peut discuter. Voilà. Aux autres interlocuteurs. Exactement, exactement. Donc, alors, il y a un élément très important qui a été dit, c'est que en matière de communication, tout ce qui est les moyens de communication aujourd'hui, ça évolue d'une manière très rapide, très rapide. Si c'est pas tous les jours, c'est au moins toutes les semaines, tous les mois, il y a des moyens de communication. Alors, le problème, c'est que quand on met un appareil, un moyen de communication en accessibilité, celui qui vient d'après, pour peu qu'on ne fasse pas attention, l'accessibilité n'est pas respectée. Donc il y a une vigilance constante qu'il faut avoir pour que l'accessibilité à chaque fois puisse évoluer avec l'évolution des moyens de communication. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que si notre loi de 11 février 2005 a prévu ces ensembles d'accessibilité, il y a quand même un élément qui aujourd'hui manque de manière assez importante, et ça a été souligné, ce sont les appareils et ce sont le contenu de ces appareils qui doivent être, quel que soit l'appareil qu'on utilise. Que ce soit le téléphone, que ce soit la télévision, que ce soit le boîtier ça a été dit, comment dire, les box voilà, ou n'importe quoi, tous les appareils de communication, quels que soient ces appareils-là, même s'il y a une obligation, aujourd'hui, on ne le respecte pas. Alors, on a donné l'exemple des appareils de Sony et Samsung, et il se trouve que ces appareils-là sont des appareils qui sont fabriqués, qui sont d'origine asiatique, japonais, coréen, etc. Au Japon, depuis déjà plusieurs années, la question de la conception des produits a été intégrée dans le mode de fabrication des appareils. Que ce soit des appareils de communication ou que ce soit des appareils de la vie courante, c'est-à-dire la machine à laver, les cuisinières, etc., sont déjà, la question de l'accessibilité est intégrée dans ce dispositif. C'est une question de conception à l'usage de tout le monde. Ce principe de conception, elle est ce qui est rendu obligatoire par la Convention des Nations Unies, dont j'ai évoqué tout à l'heure. On a une obligation de produire ces appareils accessibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que la question de recherche se développe dans ce domaine-là pour que les industriels, les fabricants, dès l'origine,
intègre ce principe de conception. Et quand on conçoit des produits accessibles pour les personnes en situation de handicap, tous les autres aussi en bénéficient, quotidiennement on le voit. Sur chaque produit qu'on utilise tous les jours, chez soi, à l'extérieur, n'importe, si on intègre le principe de l'accessibilité, on voit à quel point c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Pour vous donner un exemple, ne serait-ce que dans le transport, vous l'avez vu, vous constatez, il y a par exemple une ligne de métro, il y a quelques lignes de métro qui ont appliqué le principe de l'accessibilité avec l'affichage et l'annonce des stations. Oui. Eh bien, qui peut me dire qu'il n'a pas utilisé ce moyen pour savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il doit descendre. C'est un principe d'accessibilité, mais qui sert à tout le monde. Pareil, encore un autre exemple, l'affichage sur le fronton des bus qui sont aujourd'hui avec des lettres très grandes, enfin assez grandes. Ben, ça, c'est une obligation de la réglementation de l'accessibilité. Eh bien, tout le monde s'en sert, tout le monde le trouve très bien, etc., etc. Quand le transport est rendu accessible, il y a une fluidité en termes de circulation qui est utile pour tout le monde. Pareil, quand on a un produit quotidien à l'usage de je ne sais pas, une machine à laver qui est rendue accessible, si tout le monde en profite. Enfin, voilà. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut aujourd'hui que ça s'intègre dans le mode de fabrication et de construction des industriels en France et en Europe, parce qu'en France, ce n'est pas uniquement les produits qui sont fabriqués en France, c'est les produits qui sont fabriqués aussi en Europe. Et puis, que les produits accessibles qui sont fabriqués aux États-Unis, qui sont fabriqués au Japon, au Corée, etc., qui puissent aussi venir en France, en Europe, avec les mêmes normes, avec les mêmes conditions. Voilà, merci. Merci Madame Compagnie, merci beaucoup.